Alors bonsoir à tous les trois, merci de nous avoir rejoints. À mes côtés, bonsoir Yvan Gastaut, vous êtes historien, spécialiste de l'immigration, maître de conférence à l'université de Nice, Sophia Antipolis. Et alors selon vous, Yvan Gastaut, vous dites les stéréotypes raciaux, ils sont progressivement en train d'être dépassés en France et vous en voulez pour preuve, vous avez un indice, en l'occurrence on l'a vu dans le sujet tout à l'heure, les joueurs de l'équipe de France qui ont triomphé à la Coupe du Monde de football, vous dites qu'ils ont été décrits ici en France pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire comme des Français, alors que c'est à l'étranger seulement qu'on a parlé de footballeurs noirs et qu'on les a renvoyés, donc pour certains d'entre eux, en tout cas, à leur couleur de peau. À vos côtés, bonsoir Rokhaya Diallo, vous êtes journaliste, auteur, réalisatrice. Votre dernier documentaire réalisé pour François s'intitulait « De Paris à Ferguson, coupable d'être noir ». Et alors, selon vous, Rokhaya Diallo, l'idéal universaliste français, vous dites qu'il est beau sur le papier, mais il aboutit à une forme d'hypocrisie, dites-vous. Et vous ajoutez que quand on voyage à l'étranger, on constate, d'après vous, que le seul pays où la question raciale serait taboue, c'est ici, c'est en France. Et puis à vos côtés, bonsoir Tania de Montaigne, vous êtes écrivaine et journaliste, vous êtes l'auteur de ce livre que j'ai ici, donc L'Assignation, les Noirs n'existent pas, paru aux éditions Grasset. Et vous, Tania de Montaigne, vous dites que l'expérience du racisme ne peut pas être, à vos yeux, la seule chose qui contribue à définir un noir, parce que ce serait nier toutes les autres différences qui peuvent exister entre les individus, notamment évidemment les différences sociales, et ce serait donc de fait, dites-vous, reprendre en fait la logique du racisme en la renversant en quelque sorte. Tout de suite, pour rentrer dans ce débat, Laure, vous avez une question d'un téléspectateur. Une question de dénomination tout d'abord. En fait, quel est le meilleur terme à employer pour parler des populations noires en France? Alors, on a employé le terme de noir dans le titre de l'émission. Faut-il une majuscule ou une minuscule à ce terme? Est-ce que le terme de black est encore utilisable? Ou bien faut-il prendre modèle, par exemple, sur les États-Unis qui utilisent le terme d'afro-américain avec afro-française, par exemple? Tania de Montaigne, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je pense deux choses. La première, c'est que concernant le sujet en général, tel qu'il a été posé, en tout cas, pour moi, il devrait englober plein d'autres couleurs. D'ailleurs, c'est la conclusion de la présentation. La question de n'être pas blanc dans un pays qui, malgré une réalité qui est celle de croisement et de mélange et d'un nuancier extraordinaire, a quand même toujours ce fond qui voudrait que la souche soit blanche et que donc tout le reste n'est pas souche. Ça, c'est une question qui traverse... donc, c'est pas la question de noir ou pas noir. Ça, c'est la première chose. Après, comment faut-il dire... Sur le vocabulaire. Oui. Alors, sur le vocabulaire, moi, je pense que noir, c'est très bien. La seule chose, c'est que il faut savoir si vous parlez de noir comme une personne avec une majuscule, donc qui aurait une identité propre, et quand vous diriez ce noir avec cette majuscule, vous diriez l'ensemble de la personne, ou alors si c'est un adjectif, et auquel cas, eh bien, c'est une couleur, c'est une convention, on va dire, comme je dis que vous êtes blanche, alors que ça c'est blanc et vous n'êtes pas, mais a priori, on se dit que vous êtes blanche, que je suis noire, qu'il y a des gens qui sont beige, caramel et que sais-je encore. Et black, par exemple. Rokhaya Diallo, l'expression afro-française, vous connaissez bien les États-Unis, sont pour partie un modèle de lecture pour vous, on dit African-American. On pourrait dire afro-français ou c'est vraiment trop laid dans notre langue? On peut dire afro-français, mais peut-être que ça n'engloberait pas tous les Noirs. Il y a des Noirs qui sont originaires des Caraïbes, peut-être qui ne se définiraient pas nécessairement comme afro-français. Je pense que quand on parle de Noirs, il faut vraiment l'entendre comme une construction socio-historique, c'est-à-dire que les Noirs n'existent que depuis qu'ils ont rencontré le monde blanc. Les Africains, lorsqu'ils vivaient sur leur continent et qu'ils n'avaient pas encore eu le contact avec les personnes d'origine européenne, se définissaient par rapport à une ethnie. Ils ne se vivaient pas comme noirs par rapport à d'autres noirs qui pouvaient appartenir à d'autres groupes. Donc il faut vraiment entendre le fait d'être noir comme une construction. Et je pense que ce qui unit les Noirs de France n'est pas le fait qu'ils appartiennent à une communauté, mais véritablement une expérience collective qui est celle d'être vus comme noirs en France, avec toutes les conséquences que ça peut occasionner. Donc je pense, moi, j'ai pas d'opposition avec le fait de s'appeler afro-descendant, afro-français, etc. Comme on peut se dire arabo-français, asio-français, etc. Mais je pense que le terme de noir, il faut vraiment le comprendre dans son sens politique, c'est-à-dire avoir une expérience. Il y a des personnalités, alors ce sont des célébrités en tout cas, pour lesquelles il y a des palmarès assez récurrents qui démontrent qu'en l'occurrence, l'opinion ne s'arrête pas à la couleur de peau. Claude, c'est votre chiffre du jour, vous avez même 2 chiffres. C'est un double chiffre, comme les 2 rangs honorables du podium. 2 et 3, selon le célébrissime classement des personnalités préférées de Français du Journal du Dimanche. Les 2e et 3e préférées personnalités des Français en 2007 étaient l'acteur Omar Sy et le judoka Teddy Riner, qui ni l'un ni l'autre ne sont blancs. Ajoutons que le numéro 1 est le chanteur de variété Jean-Jacques Goldman, qui n'est pas catholique et qui est aussi d'origine trotskiste. Sérieusement, Yvan... Oui, il l'était. Sérieusement, Yvan Gastaut. C'est pas le sujet, vous reconnaissez. Sérieusement, Yvan Gastaut. Quand les Français décident d'aimer,
il ne regarde pas la couleur, Riner ou Omar Sy, ni l'origine juive en l'occurrence pour Goldman. C'est toute l'ambiguïté de la manière dont l'opinion publique française reçoit les minorités dans ce pays. Et il y a effectivement, sur la question du vocabulaire, une dimension évolutive. Au début du siècle, on parlait plutôt le mot qu'on employait, c'était le mot nègre. Hein. N'oubliez pas, vous parliez de célébrité. Joséphine Baker, afro-américaine, venant à Paris, était une des personnalités préférées des Français. Et elle était considérée effectivement comme nègre. La revue Nègre a eu du succès en 1925. Et puis on a parlé du terme de black, qui est aujourd'hui dépassé, pour revenir à un mot qu'on emploie aujourd'hui peut-être à défaut, le mot noir. Et ça renvoie effectivement à cette ambiguïté que vous mettez en avant, cette image qui fait que d'un côté, les Français peuvent apprécier, adorer même, aduler certaines personnalités, surtout dans le monde du spectacle et dans le monde du sport. Et par ailleurs, aussi être marqué par une forme de discrimination et des stéréotypes rampants. Et cette ambiguïté, je pense qu'il faut l'analyser. Justement, il faut distinguer évidemment le cas des célébrités, telles que celles qu'évoquait Claude Escovitch à l'instant, ou les stars de l'équipe de France de football, peut-être, et puis la vie quotidienne de quelqu'un qui est noir en France aujourd'hui. Est-ce que effectivement, il y a des discriminations au quotidien, des freins, des obstacles à surmonter au quotidien par les gens, par les Noirs en France aujourd'hui, Tania de Montagne? Oui, alors je vais encore remettre que c'est les Noirs et les autres, parce qu'en fait, la question de n'être pas blanc, quand vous parliez de ce qui est rampant, évidemment, ce qui est rampant, ce serait cette idée que la personne qui n'est pas blanche est une personne qui n'est pas française, et que donc elle est potentiellement toujours renvoyable dans un pays fantasmé. Voilà. Et donc, originaire d'une minorité. Oui, il y a toujours cette idée que voilà, c'est ce lieu-là, c'est ce lieu où on peut être renvoyé dès qu'il y a un problème. Donc il y a un problème économique, tu vas me faire le plaisir de partir. Dès qu'il y a un problème, qui est d'ailleurs la même mécanique d'ailleurs que pour le genre, c'est-à-dire que ça va, et puis à partir du moment où il y a une petite crispation, ce serait bien quand même que les femmes rentrent chez elles faire des trucs de femmes, en fait, qui sont liés à leur nature, et qu'elles arrêtent de vouloir prétendre à sortir de leur genre. Donc là, c'est du même ordre, et effectivement, ce qu'on constate, c'est que si vous cherchez un logement, si vous cherchez un emploi, alors l'emploi en plus c'est plus ambigu, parce qu'on a vu que si on met un CV anonyme, donc parce qu'il y a le nom qui joue, c'est-à-dire vous pouvez ne pas avoir une couleur qui pourrait dire que vous n'êtes pas d'ici, mais comme on cherche, l'idée c'est de chercher, le nom va pouvoir être un marqueur aussi qui fait que ça devient compliqué d'accéder à un emploi, à un logement. Voilà, donc c'est ça en fait, cette chose rampante sur laquelle il va falloir qu'on travaille, c'est cette idée que l'identité française ne peut se déterminer ni par la religion, ni par la couleur, et depuis très longtemps. Donc c'est vraiment ça, ce mythe qui nous travaille, tous d'ailleurs, parce qu'on voit bien que chacun, de temps en temps, peut être envoyé à l'idée que justement, lui-même n'est pas exactement légitime et que donc c'est peut-être mieux que j'aille avec des gens dont je pense qu'ils sont exactement les mêmes que moi. Claude. Ce qui... Roquette Diallo, il s'est passé quelque chose de très curieux après la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. Il y a eu d'un côté un discours venu notamment des États-Unis, l'animateur Trevor Noah, lui d'origine sud-africaine, qui disait oui, c'est une victoire de l'Afrique, pointant le nombre, et suisse absolument, oui. Helveto sud-africain, on est tous de quelque part. Lui pointait le fait qu'il y avait énormément de joueurs d'origine africaine de couleur noire et des joueurs eux-mêmes ou des sportifs eux-mêmes, le basketteur Nicolas Batum, le footballeur Mendy, disaient non, pas du tout, nous sommes français avant tout. Est-ce que cette réappropriation d'une identité française contre un discours anglo-saxon signifie qu'au fond, il y aurait moins de problèmes qu'on ne voudrait bien le dire aujourd'hui? Alors moi, je pense que Trevor Noah, il faut vraiment se souvenir, effectivement, il est d'origine helvète, mais il a été socialisé en Afrique du Sud. Donc c'est vraiment un Africain qui se définit comme tel. Donc c'est pas quelqu'un qui avait un discours américain. Ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est important de le préciser. Je pense qu'il a vraiment réagi comme beaucoup d'Africains en voyant des gens qui étaient d'origine africaine et en s'identifiant à eux. Alors après, moi, je trouve que c'est très important. Je trouve que c'est très important. Qui revendiquaient effectivement leur qualité de français, mais aussi de républicains d'ailleurs. Certains disaient vive la République. J'ai fondé justement en 2007 une association qui s'appelait Les Indivisibles parce que je fais partie de ces Français à qui on demande constamment d'où ils viennent en imaginant que la première réponse sera un pays étranger. Et effectivement, il y a beaucoup de Français non blancs, alors effectivement noirs mais aussi d'origine asiatique ou maghrébine, qui doivent constamment justifier de leur couleur de peau, de leur apparence physique en expliquant qu'ils sont des Français tout aussi légitimes que les autres. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans la réponse de Nicolas Batum, qui premièrement a dit « écoutez, moi je suis Français, lorsque je joue pour la France », c'est qu'ensuite il a posté une deuxième réponse qui nuançait
La première, on vous disait, oui, je suis français, mais je suis aussi d'origine camerounaise et je suis aussi fière de mes origines. Et je pense qu'en France, on a peut-être des difficultés à naviguer entre les deux. C'est-à-dire que quand on est en France, ce qui se voit le plus, c'est notre origine, mais quand on est à l'étranger, on se sent davantage associé à sa nationalité. Un mot, Yvan Gasto, vous voulez Oui, dire en fait, la société française est en train de travailler cette difficulté qui s'ouvre à elle, c'est-à-dire cette capacité à voir qu'on peut être noir et français à part entière, sans forcément à chaque fois devoir décliner ses origines. Et il me semble que cette victoire a montré en tout cas qu'il y a une évolution. Par exemple, les mariages mixtes qui étaient très mal vus il y a 30 ou 40 ans sont aujourd'hui, me semble-t-il, mieux assurés, mieux perçus. Ça ne veut pas dire que tout est acquis. Mais en quelque sorte, on est en train d'assister à un travail lent de la société française pour, quelque part, écarter ces stéréotypes qui, néanmoins, sont avec une forme de rénovation, si j'ose dire, de l'universalisme républicain autour de cette... On pourrait presque retrouver des formes de rénovation, de nouveaux habits de cet universalisme qu'on pouvait trouver à l'époque coloniale avec beaucoup de mauvaises apparences, mais qui semblerait se remettre en place aujourd'hui. Alors, il y a une question, pour avancer un petit peu, il y a une question à laquelle on ne peut pas répondre en France, et ce n'est pas le cas dans d'autres pays d'ailleurs, on va y venir dans un instant, Laure. C'est la question du nombre. Combien y a-t-il de Noirs en France ? On ne le sait pas. On ne le sait pas, effectivement, notamment car les statistiques ethniques sont interdites en France, même si... Et on le sait. Les statistiques ethniques, en tout cas, sont en France interdites. Sont interdites. Oui, mais voilà. on sait, enfin, il y a des études qui... Oui, il y a quelques études, c'est autorisé dans des cas très précis, mais ce n'est pas qu'on ne sait pas. C'est le recensement ethnique. En tout cas, le recensement ethnique est interdit, même si le débat est récurrent dans la société, qui est un vrai débat, effectivement. La dernière fois que ce sujet est revenu un petit peu dans l'actualité, c'est avec le député La République En Marche, Aurélien Taché, qui en a fait la proposition dans un rapport justement sur l'intégration des personnes immigrées. Une chose est sûre, la question dépasse le clivage partisan. On a pu voir un François Fillon proposer des statistiques ethniques, tout comme Esther Benbassa d'Europe Écologie Les Verts. En 2007, c'est Nicolas Sarkozy qui avait voulu les autoriser, mais l'article de loi avait été censuré par le Conseil constitutionnel qui considérait que c'était contraire à l'article 1 de la Constitution sur l'égalité entre les citoyens. La question est d'autant plus délicate que finalement la question de l'ethnie est un peu floue et difficilement définissable parfois. C'est une question de langue, d'histoire commune, de couleur de peau, mais aussi quelque part un ressenti subjectif pour certaines personnes. Le paradoxe aussi, c'est que dans ce débat, eh bien, les détracteurs comme les soutiens affichent le même objectif, la lutte contre les discriminations. Alors, pour ceux qui sont favorables, ils pensent que c'est nécessaire de pouvoir comptabiliser, d'avoir cet instrument de mesure, si on peut dire. Et puis les opposants estiment à l'inverse que ça catégorise de manière un peu artificielle et que ça pourrait engendrer du communautarisme. Alors, eh bien, Yvan Gasto, est-ce qu'il faut continuer à avoir cette conception du creuset républicain sans faire de différence entre les citoyens ? Je pense qu'on est à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, ces statistiques ethniques seraient tout à fait utiles parce qu'elles permettraient de mesurer un certain nombre d'éléments et d'avoir des indicateurs. Mais en même temps, on ne peut pas lier la question noire à la question de l'immigration. Elle n'est pas complètement emboîtée. Cette question est une question qui dépasse la simple question de l'immigration, qui dépasse un certain nombre de questions en France et qui met en évidence le fait que la société française doit faire face à cet ensemble de minorités, de diversité en quelque sorte, qui la composent et qui sont d'une grande complexité qu'il faut absolument prendre à bras-le-corps en quelque sorte. Okay. Il y a la question de la discrimination positive qui va derrière aussi. On sait que... Moi, le terme de discrimination positive me pose problème. Nicolas Sarkozy l'avait revendiqué. En anglais, on parle d'affirmative action, ce qui veut dire action positive. Voilà. Et par exemple, le système de parité qui existe en France, c'est un système d'action positive qui existe en faveur des femmes. Ça existe aussi les quotas. Voilà, pour les personnes en situation de handicap dans l'emploi. Donc, ce n'est pas une conception qui est étrangère à la République. Alors, moi, ce que je trouve intéressant aussi dans les personnes qui ont été citées, les personnalités préférées des Français ou les footballeurs, c'est qu'on a quand même cité des personnes qui sont des noirs d'exception. Effectivement, je pense que ça montre aussi que ça ne montre pas le quotidien en fait des personnes noires de France, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont exposées à d'autres types d'expériences. Vous m'avez demandé ce que ça signifie d'être noir au quotidien. Par exemple, pour une personne comme moi, ça veut dire que quand je vais au supermarché du coin, je ne peux pas trouver les cosmétiques qui correspondent à ma carnation. Donc c'est un truc qui peut paraître comme étant un détail. Les personnalités préférées des Français sont forcément des personnalités d'exception. C'est ça. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que l'expérience quotidienne des Noirs de France, c'est pas d'être Omar Sy ou de gagner la Coupe du Monde de foot. Il y a des gens
qui expérimentent des choses différentes. Et pour les chiffres, je pense que c'est important. Par exemple, le Défenseur des droits l'année dernière a produit des chiffres qui montraient que lorsqu'on était perçu comme étant arabe ou comme étant noir, on avait 20 fois plus de risques d'être contrôlé que ce n'était pas le cas pour les jeunes hommes. Donc ça veut dire que cette perception existe. Et c'est pas tant le fait d'être ethniquement noir ou ethniquement arabe que d'être perçu et de vivre une expérience du fait de ce que renvoie notre couleur de peau et notre apparence. Nous évoquions tout à l'heure la question importante, et on va y revenir, mais du vocabulaire aussi. Et en termes de vocabulaire, Claude, l'Assemblée nationale s'est attaquée récemment au mot race. C'était le 12 juillet dernier, c'est-à-dire 20 ans pile après la victoire des Bleus, les premiers en Coupe du Monde en 98. C'était un vieux débat. Est-ce qu'il fallait changer l'article 1er de la Constitution pour que la République ne défende plus l'égalité entre tous les citoyens, quelle que soit leur race? On a enlevé ce mot race. Écoutez ce que l'auteur de l'amendement, c'est le député de Seine-Saint-Denis, Jean-Christophe Lagarde, et patron de l'UDI. Écoutez ce qu'il en dit. Pour lui, cette affaire de pédagogie. Mais au-delà de la lutte pénale, il y a une lutte scientifique. Et c'est la science, M. Villani le rappelait tout à l'heure, qui nous a apporté la preuve qu'il n'y avait pas de race différente au sein de l'humanité. C'est également éducatif, parce qu'on lit cet article de la Constitution à des enfants. Et que ça permet de montrer qu'effectivement, le mot race doit être banni. Tania de Montaigne, c'est Yvan Gastaut, pardon. Alors là, il a été tellement enthousiaste. Yvan Gastaut, quand on supprime le mot race d'une constitution, on n'a pas supprimé le mot race, le racisme dans la société. Le mot race peut être remplacé par d'autres mots. Le mot culture, par exemple, ou ethnie, peut être une sorte de manière de parler autrement de la race. Mais que notre loi fondamentale ne reconnaisse plus la race. Il me semble que Tania de Montaigne, cette fois-ci. Yvan Gastaut, Tania de Montaigne. Non, je voulais juste dire que depuis 1945, la sortie de la guerre, vous parliez de la question notamment de la Shoah en 1945. Après 1945, on veut sortir du racisme en général et on essaie scientifiquement de déconsidérer la notion de race. Et c'est bien difficile, puisqu'on voit aujourd'hui que ce mot est en train parfois de ressurgir. En même temps que les idées avancent sur ce sujet, par ailleurs, les stéréotypes raciaux ressurgissent. Tania de Montaigne. Contradiction. Sauf que moi, je trouve qu'il y a un intérêt à retirer ce mot, c'est que ce mot appartient à une idéologie qui est le racisme, et que le racisme se construit sur l'idée qu'on pourrait faire des tranches de l'humanité et préciser où chacun est, comment il est, d'où il parle et comment il s'organise en fonction de critères. Donc, en l'occurrence, ça a du sens pour moi, après qu'on dise culture, ethnie, ça c'est autre chose. Mais race appartient à quelque chose qui est le racisme, qui est une idéologie. Donc, par conséquent, ça n'est pas vouloir retirer le fait que le racisme existe, que de retirer la race, ça n'est pas ça pour moi. C'est vraiment dire, nous avons adopté un mot qui est dans notre langage quotidien et qui est devenu une évidence pour nous. Or, ce mot appartient à une idéologie. Moi, je trouve souvent le terme de racisé, justement. Est-ce que c'est un terme que vous revendiquez? Moi, sur le terme de race, en fait, je pense qu'il ne faut vraiment pas le comprendre au sens de race biologique. Je pense, encore une fois, qu'on est dans vraiment, quand on parle de noir, quand on parle d'arabe même, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la construction. Et c'est le racisme qui fait exister les races et qui fait qu'elles produisent des effets. Les races n'existent pas, mais des gens pensent qu'elles existent et du coup adoptent des attitudes qui ont des conséquences sur les personnes. Vous revendiquez, vous, le terme de racisé, c'est pour ça. Je pense qu'il y a des personnes qui sont... Racisé, c'est un processus, c'est-à-dire qu'on est perçu comme étant un élément appartenant à un groupe racial. D'ailleurs, en revendiquant ce terme-là, à alimenter... Non, je revendique le statut que me donne ma couleur de peau dans une société qui considère que les Noirs doivent être traités différemment. Donc moi, je pense que le terme de race, il n'est pas associé à une conception biologique, mais véritablement aux conséquences sociales de la question de la race. Que la République ne le fasse plus. Tania de Montaigne, sur ce terme de racisé, quel est votre jugement? Pour moi, en fait, là, justement, vous disiez que la République ne le fasse plus sien. Voilà, moi, ça m'intéresse, que la République fasse une différence entre une idéologie et ce qu'elle prétend vouloir pour ses citoyens. Quels seraient les leviers pour combattre le racisme si on ne reconnaît plus qu'il y a des conséquences au racisme, qui est la création de catégories fictives que sont les races? Nous avons un appareil qui fait que nous pouvons combattre le racisme. Pour moi, il n'y a pas d'antinomie à dire ce vocabulaire-là appartient à une idéologie que nous ne reconnaissons pas en tant que République, mais par ailleurs, nous entendons lutter contre le racisme, puisque le racisme existe. Non. On va prendre un petit peu de recul. Et concernant racisé, pour moi, je préfère le terme victime de racisme, qui dit bien d'où ça part et où ça va. Et ce qui n'empêche pas de dire qu'il y a, pour moi, le racisme, c'est la création d'une identité avec un présupposé, et on peut parfaitement intérioriser ce présupposé. On va se rafraîchir la mémoire. On va se rafraîchir la mémoire tous ensemble. On va prendre un petit peu de recul.